De retour sur le plateau du Mag-Orient, bienvenue si vous nous rejoignez. C'était il y a 5 ans, presque jour pour jour, ils étaient près d'1 million sur la place Tahrir pour exiger le départ de Hosni Moubarak. Un an plus tard, les Égyptiens élisaient le frère musulman Mohamed Morsi, renversé à son tour en 2013 par l'armée. Entre une économie aux abois et la menace terroriste, l'Égypte cherche à présent la stabilité. Oui, mais à quel prix? État policier, musulman des médias et de l'opposition, que reste-t-il de l'esprit de janvier 2011? Voici les invités qui ont accepté de répondre à cette question. Yohanan Manor, bonsoir. Vous êtes politologue et historien. Vous avez mené entre autres une série d'études sur les manuels scolaires dans le monde arabe et ailleurs. Meir Masri Feki, bonsoir. Vous êtes docteur en géopolitique et spécialiste du Moyen-Orient à l'Université Paris 8. Merci d'avoir répondu à l'invitation du Mag-Orient et d'I24. Place au débat, mais pas avant que Solal Azerloual nous ait rafraîchi la mémoire. A tout de suite. Le 25 janvier 2011, jour de la colère. Dans les rues du Caire, plusieurs milliers d'Égyptiens affluent sur la place Tahrir et scandent des slogans anti-Moubarak. Ces manifestations durent 18 jours avec un objectif, destituer le raïs, Hosni Moubarak. La révolte populaire gronde, les manifestants montrent les dents et la place Tahrir ne désemplit pas. Jusqu'au 11 février 2011 et sa démission, Hosni Moubarak dirigeait l'Égypte d'une main de fer depuis 30 ans. Successeur d'Anwar el-Sadat en 1981, le Raïs avait donné l'ordre de tirer sur les manifestants pendant la révolution. Une décision qui lui vaudra une peine de prison à perpétuité. En juin 2012, Mohamed Morsi devient le premier président démocratiquement élu en Égypte sous la bannière des frères musulmans. Mais en Égypte, le parti islamiste ne fait pas le poids face à l'armée et succombe un an plus tard au profit de l'ex-chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Sisi. Les pro-Morsi descendent dans la rue et 3 jours plus tard, l'armée lance une répression sanglante contre les frères musulmans. Procès de masse expéditif, condamnation à mort. L'ex-président Mohamed Morsi est à son tour condamné à la peine capitale. La menace djihadiste qui plane dans le Sinaï inquiète les autorités kérotes. Et toujours dans cette péninsule, le 6 août 2015, le président al-Sisi achève les travaux pharaoniques du canal de Suez. Symbole de la Nouvelle-Égypte, comme pour tirer un trait sur la place Tahrir, les frères musulmans, la répression militaire. Au cours d'une grandiose cérémonie et à la tête d'une fastueuse parade navale, le général al-Sisi inaugure le doublement du canal de Suez et se rêve en Nasser. Malgré le slogan révolutionnaire « Pain, liberté et justice sociale », les Égyptiens se sont résolus à privilégier l'emploi et la lutte antiterroriste avant d'envisager la justice sociale. Yohanan Manor, ma première question s'adresse à vous. En 5 ans, vous direz que l'Égypte a reculé, qu'elle a avancé, qu'elle a fait du surplace? D'abord, ce n'est pas en 5 ans. Nous savons très bien que les choses ont de nouveau changé il n'y a que 2 ans. Et en 2 ans, je pense que l'Égypte a beaucoup avancé. En 2 ans, vous parlez de la destitution de Mohamed Morsi, c'est ça? Oui, oui, absolument, parce que vous dites que c'est un coup d'État militaire, mais c'est le peuple. C'est pas l'armée qui a décidé, c'est une pression terrible de la population qui en avait par-dessus la tête du comportement des frères musulmans. Dans toute la société, ce n'est pas juste de présenter les choses comme ceci. Il faut quand même admettre qu'il n'y a pas eu d'élection entre l'élection de Morsi et la destitution. C'est une réaction, pas à l'élection, mais au comportement de ceux qui ont été élus, c'est-à-dire des frères musulmans. Le peuple a réagi, l'armée a pris ses responsabilités sous la pression du peuple. Tout analyste objectif doit le reconnaître. Donc, alors ça fait à peine 3 ans. Et depuis ce temps-là, il y a beaucoup de choses qui ont avancé. D'abord, il y a une tentative de sortir l'Égypte de la crise. Et des grands projets dont on parle pharaoniques, alors c'est un qualificatif qui tend à déconsidérer, mais il s'agit d'aider l'économie égyptienne à se sortir. Évidemment, c'est pas simple lorsque vous avez des attentats, notamment dans le Sinaï, qui est une zone très importante pour le tourisme. C'est pas facile, mais je crois qu'il y arrive. Il arrive à essayer d'ouvrir des perspectives importantes. Et de ce point de vue-là, c'est bien. Mais il y a également du point de vue de la liberté d'information. C'est pas juste de dire que la presse est muselée. Je peux vous donner plusieurs exemples qui montrent qu'il y a un débat très vif. Le problème, je pense, pour l'Égypte aujourd'hui, c'est de permettre à des partis politiques
qui n'était inexistant face aux frères musulmans, de voir le jour et se développer. C'est ça le problème. Alors vous faites un bilan très élogieux du gouvernement Al-Sisi. Il y a eu la répression, Meir Masri Fiki, contre les frères musulmans, puis elle s'est étendue à l'opposition. 4 ans la rue pour de nouveau faire entendre sa voix. Je crois que c'est prévu d'ailleurs pour samedi, ce samedi 23 janvier, de grandes manifestations sont prévues au Caire. Alors, je suis tout d'abord d'accord avec Yohannan Manor pour ce qui concerne que ce n'est pas en 5 ans. Je dirais que la révolution égyptienne est encore en marche et que l'Égypte aujourd'hui est gouvernée par un régime de transition. Alors, tout d'abord, il faut savoir que le régime actuel, alors si on cherche à avoir une réponse oui ou non, est-ce que oui, la révolution du 25 janvier 2011 est toujours là avec ses acquis ou est-ce qu'au contraire elle a été avortée? Alors là, vous serez déçus parce qu'il n'y a pas de réponse claire à cette question-là. Je dirais que l'Égypte est aujourd'hui gouvernée par un régime qui est un régime de transition et qui est un régime hybride, c'est-à-dire qui comprend à la fois des figures issues de la contestation de 2011, mais aussi des personnalités issues de l'ancien régime, notamment des militaires, des personnes qui sont issues des appareils de sécurité, de la communauté des renseignements, et aussi des hommes d'affaires assez connus et assez influents sur l'establishment égyptien et qui étaient des hommes de Moubarak et qui sont aujourd'hui dans le gouvernement ou parmi les proches du président de la République. Voilà. Donc, déjà, je commence par là pour dire que les choses ne sont pas toutes blanches ou toutes noires, que la révolution est encore en marche, qu'il y a des acquis, que les causes qui ont abouti à la révolte de 2011 et les mécanismes qui ont permis à la jeunesse égyptienne, puisque c'est la jeunesse égyptienne qui a initié ce mouvement de contestation, sont toujours là. C'est la liberté d'expression qu'offrent les médias sociaux, les réseaux sociaux, les médias sociaux, qu'offre le système international moderne aujourd'hui. C'est-à-dire que même si la presse peut, à certains égards, paraître muselée au Caire, les opposants, les dissidents peuvent très bien s'exprimer à partir d'une chaîne de télévision à Beyrouth ou à Riyad ou sur Al Jazeera, par exemple. Alors Meir Masri Fiki, donc la presse ne sera jamais muselée de manière... Vous semblez faire, avec Yohannan Manor, donc un bilan très élogieux, à vous entendre, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais tout de même, dans ce Parlement égyptien, très peu de visibilité pour les jeunes du 6 avril, pour ces jeunes révolutionnaires. Est-ce qu'on a quand même tendance à croire, il faut bien admettre que Al-Sisi peut être en train de surdimensionner les défis sécuritaires et économiques auxquels il fait face pour asseoir son pouvoir et, il faut bien le dire, étouffer certaines libertés individuelles? Non, je ne crois pas. Je crois que d'abord, ce n'est pas élogieux, c'est réaliste. C'est une évaluation réaliste. Et je pense que Sisi a compris l'esprit de la révolution, ce que le peuple veut. Mais d'un autre côté, il doit gérer des situations très compliquées, à la fois au plan intérieur et également sur ses frontières. Je ne parle pas seulement au Sinaï, mais aussi en Libye. Donc c'est une situation très difficile. Je crois qu'il y fait face, très conscient de ce qu'il y a à faire. Et je pense qu'en mettant l'accent sur l'aspect économique, et qui était primordial, l'aspect de l'expression, la liberté d'expression est aussi très important. Il la respecte plus que son prédécesseur. Et je pense que je suis d'accord avec cette définition d'un régime de transition qui doit faire face à des contraintes extrêmement fortes. Comment arriver à avancer dans ce contexte-là? Je crois qu'il y a de grandes chances. Et ce n'est pas par hasard que ce régime, que ce président a une politique également très réaliste. Alors, je vous invite, avec Israël, par exemple. À vous pencher à présent sur un homme qui rit encore, mais qui rit jaune. Il incarne sans doute plus que tout l'espoir déçu de la révolution égyptienne. Bassam Youssef, l'humour déchu, le portrait très orienté de David Gomba. Il a fait rire des millions d'Égyptiens avant de s'exiler. Bassam Youssef, alias le Jon Stewart égyptien, est chirurgien cardiologue de formation. En 2011, aux premières heures de la Révolution, il bricole avec des amis des vidéos satiriques qu'il publie sur YouTube. Immédiatement, elle rencontre un succès assez inattendu. Très vite, il se voit proposer d'animer sa propre émission sur la chaîne ONTV.
Al-Barnameg, le programme en arabe, est dès sa première diffusion une énorme réussite. Avec pour seuls accessoires sa chaise et une table, Bassam Youssef n'hésite pas à plaisanter de tout et de tous. En parodiant des célébrités et des hommes politiques égyptiens, il dérange. En 2012, il est même invité dans le Daily Show animé par Jon Stewart, son alter ego américain. En juin 2013, Abdel Fattah al-Sisi accède au pouvoir. Bassam Youssef n'hésite pas à dénoncer la Sissimania, c'est-à-dire l'iconisation du président qui envahit le pays. C'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En novembre 2013, Bassam Youssef lance la 3e saison de son émission. Mais après seulement 3 épisodes, plusieurs plaintes sont portées à son encontre, principalement pour injures et diffamation. Il sera même brièvement interpellé par la police. Peu après, la chaîne CBC, qui avait repris la diffusion, annonce la suspension de Al-Barnameg. Après un bref retour sur les ondes en février 2014, il jette finalement l'éponge et annonce en juin 2014 que le climat politique en Égypte était trop dangereux pour continuer l'émission. Libéral, drôle et grinçant, Bassam Youssef incarne la jeunesse qui a initié la révolution de la place Tahrir. Une jeunesse déçue pour une révolution déchue. Et une jeunesse qui a arrêté de rire. Voilà, Lise Barenbaum, rebonsoir. Et une question que vous adressez ce soir à Meir Masrifeki, notre invité parisien. Oui, alors Monsieur Meir Masrifeki, on sait que le géant italien de l'énergie Eni a annoncé avoir trouvé un très grand gisement de gaz dans les eaux égyptiennes. En 2020, l'Égypte pourrait même être autosuffisante. Qu'est-ce que ça va changer sur le plan intérieur dans le pays ? C'est une très bonne question parce que toute amélioration des conditions économiques de l'Égypte a forcément un impact sur la politique intérieure, mais aussi sur la politique étrangère de l'Égypte. Et je voudrais m'expliquer. L'un des problèmes de l'Égypte actuelle, de l'Égypte de la fin des années Moubarak, mais aussi de l'Égypte actuelle, puisque l'Égypte n'a fondamentalement pas changé, j'entends par là les données économiques, la situation socio-économique du pays. L'un de ces problèmes, c'est la dépendance trop forte, excessive de l'Égypte vis-à-vis de l'Arabie saoudite et des monarchies du Golfe, mais essentiellement de l'Arabie saoudite, qui a un impact, de mon point de vue, négatif, mais bon, ça se discute, sur le comportement, sur la liberté de l'Égypte en termes de politique étrangère. L'Égypte est tenue par les engagements de l'Arabie saoudite, qui essaye de la tirer au Yémen, qui essaye d'empêcher un certain nombre de réformes, notamment en ce qui concerne les libertés publiques en Égypte. L'Arabie saoudite, pour des raisons qui seraient compliquées et trop lentes de détailler, est en confrontation certes avec les frères musulmans, mais elle reste le parrain historique des salafistes, de l'ensemble des partis et des mouvements salafistes égyptiens. Non djihadistes bien entendu, mais salafistes quand même. Donc à partir de là, toute amélioration des conditions économiques de l'Égypte et ces découvertes sont l'illustration, pourraient bien entendu apporter à l'Égypte beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de liberté pour ce qui concerne l'affirmation de la légitimité du pouvoir politique à l'intérieur du pays, mais aussi plus de liberté en termes de politique étrangère et par rapport à l'Arabie saoudite. Yohannan Manor, votre sentiment sur cette manne économique peut-être pour Al-Sisi, oui, ajoutée à celle du canal de Suez, qui vient d'être doublée? Oui, je pense que c'est très important, mais je pense que ce que M. Feki a mentionné à très juste titre, c'est la dépendance à l'égard de l'Arabie saoudite. Et ça, c'est très important parce que c'était aussi le cas au plan idéologique. En ce sens que depuis Moubarak avait pratiquement laissé l'Arabie saoudite et tous ceux qui relèvent de l'Arabie saoudite dans son pays dicter le contenu des manuels scolaires. Les manuels scolaires égyptiens étaient imprégnés de l'idéologie wahhabiste qui est emblématique de l'Arabie saoudite. Et donc, je crois que si l'Égypte pouvait arriver à prendre sa distance par rapport à l'Arabie saoudite, je pense que ça aurait une conséquence considérable, parce que ce dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, c'est les efforts faits depuis plus d'1 an et demi par Sisi pour modifier le contenu des manuels scolaires. Il y a 2 réformes qui ont eu lieu. L'une qui a eu lieu au début de l'année 2015 et une autre qui a eu lieu au milieu de l'année. Et il essaye de convaincre El Azhar,
qui est soutenu fortement par l'Arabie saoudite et financé par l'Arabie saoudite, il essaie de les convaincre de modifier le contenu des manuels scolaires, de manière à renoncer à des idées qui, en fin de compte, identifient l'islam à la violence et à la mort. Et c'est intéressant, cette épreuve de force. Et évidemment, si l'Égypte devient moins dépendante de l'Arabie saoudite, je pense qu'il y a plus de chances qu'ils parviennent à ce que ces réformes aboutissent. Merci Yohannan Manor pour cet éclairage. Merci à Paris en duplex Meir Masri Feki pour toutes ces précisions. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nouveau numéro d'Orient jeudi prochain. Pour revoir cette émission, rendez-vous sur le www.i24news.tv. En attendant, je vous laisse en compagnie d'un nouveau journal. À la semaine prochaine.